Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un numéro d'épisode suivant, un nouveau numéro. On revient de vacances et on a un petit focus à vous proposer cette semaine puisqu'il y a une série très attendue qui sort sur Apple TV+, avec un grand nom. C'est le retour d'un grand nom des séries. Ce nom, c'est Vince Gilligan, c'est le créateur de Breaking Bad, ou alors rien de moins qu'une des meilleures séries des années 2000, voire meilleure série de tous les temps, peut-être on en reparlera. Il revient avec une nouvelle série sur Apple TV+, cette fois, donc, qui s'appelle Pluribus. Le seul nom de Vince Gilligan suffit donc à en faire quand même une des séries événements de l'année, d'autant qu'il a rajouté en plus par-dessus un concept hyper fort. On va vous détailler tout ça. Alors, est-ce que ce retour est gagnant ? La réponse, elle est dans les mains de mes deux invités du jour qui ont vu toute la série. Ils vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. Je suis ravi d'accueillir Julie Hay et Thibaut Gomez-Léal. Bonjour à tous les deux. Salut. Comment vous allez ? Écoute, très bien. Surtout après ce qu'on a vu en termes de série, mais on va en parler. Ça promet. Donc Thibaut, je rappelle, Thibaut Gomez-Léal, tu es le chef du service cinéma et streaming des numériques. Tout à fait. Et tu as donc vu l'intégralité de Pluribus, tout comme Julie Hay, donc chef de rubrique cinéma et séries au Journal du Geek. On a vu, je précise, les 7 épisodes, tous les 3. Il y en aura 9 en tout. On avait 7 à disposition mis par la plateforme presse d'Apple. Je préfère prévenir, on va spoiler un peu dans cette émission puisqu'on va quand même aborder les premiers épisodes qui sortent donc ce 7 novembre sur Apple TV+. Mais est-ce que c'est bien ? Réponse tout de suite dans le débat de la semaine. Donc si vous n'avez pas encore vu, ce qui est très probable puisque quand l'émission sort, la série vient de sortir. Donc si vous n'avez pas encore vu les premiers épisodes de Pluribus, Apple en sort les 2 premiers d'un coup, puis après ce sera un par semaine pendant du coup un peu plus d'un mois et demi. Eh bien, partez. N'écoutez pas l'émission tout de suite, mais mettez-la dans vos favoris sur YouTube ou sur votre navigateur internet ou dans votre appli de podcast et revenez nous écouter une fois que vous aurez regardé, parce que vous aurez forcément plein de questions, vous aurez envie de connaître nos avis. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Pluribus, déjà, c'est quoi ? Ça parle de quoi ? Je vais tenter de résumer sans non plus trop en dire. On ne peut pas aller au-delà de l'intrigue des 2 premiers épisodes de toute façon. Ça parle, on va dire, d'une invasion extraterrestre. On va rester assez flou là-dessus, puisque ce n'en est pas vraiment une non plus. On n'est pas sur des petits vaisseaux spatiaux qui atterrissent sur Terre. En fait, les aliens, ils ne sont pas loin, mais ils ne prennent pas une forme visible. Ils prennent une forme un peu particulière, cette invasion. C'est-à-dire que tous les humains, par le biais d'un virus, deviennent soudainement interconnectés. Il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus qu'une grande conscience collective. Il n'y a plus de Thibaut, il n'y a plus de Julie, il n'y a plus de Clément. Il y a juste nous, qui fusionnent tous ensemble dans leur conscience. Et donc, tout ça rend tout le monde extrêmement heureux puisque tout le monde se comprend, tout le monde sait qui est la personne à côté de lui. Et donc, il n'y a plus de guerre, tout va bien dans le monde. Sauf que, il y a quelques personnes qui ne sont pas concernées par cette histoire, qui sont exclues de cette grande entente collective dans la joie et l'amour. C'est le cas de Carole. Carole, qui est une écrivaine à succès, mais un peu cynique, un peu aigrie dans sa vie, qui se retrouve donc exclue de cette sorte, on va dire, d'invasion par le bonheur. Mais pour combien de temps ? C'est un peu la question de cette série, sauf qu'elle n'a absolument aucune envie de rejoindre cette grande collectivité de conscience. Donc, elle va essayer de sauver l'humanité du bonheur. Voilà, c'est le pitch un peu fou que nous propose Vince Gilligan pour son retour à la télé. Thibaut, Julie, c'est à vous. J'ai assez parlé. Qu'est-ce que vous avez pensé de Pluribus qui veut commencer ? Je peux commencer. Allez, Thibaut prend ouvrir les hostilités. Thibaut ouvre le feu. Je crois, et on en a parlé effectivement en Rentable, je crois que le maître mot de notre ressenti est peut-être déception, puisque effectivement Pluribus est une série assez déroutante et assez décevante. Comme tu l'as dit, il y avait des idées assez fortes. Vince Gilligan, évidemment, ce pitch qui était complètement excitant et complètement étonnant. Et qui est resté très flou jusqu'à très tard, jusqu'à quasiment une semaine avant la sortie de la série. On ne savait pas vraiment de quoi ça parlait. Il y avait des bandes annonces très mystérieuses. Le mystère qui a entouré la série, et jusqu'au bout, Apple TV a cultivé ce mystère jusqu'au bout et jusqu'à la sortie. Ouais. Et c'est vrai que nous, on va essayer de pas non plus spoiler quoi que ce soit de trop important. C'est vrai que la série avait beaucoup d'intérêt dans ce mystère-là, mais une fois que le mystère est levé, une fois que le voile est levé, finalement, ce mystère s'évente et il ne lui reste pas grand-chose à cette série, pas grand-chose d'intéressant. C'est peut-être ça, effectivement, la plus grande déception, c'est que il y a beaucoup dans cette coquille, mais il y a peu dans son cœur à cette série. Justement, c'est une série qui fait le parti. Tout ce que je vous ai dit n'est pas du tout du spoil de long terme. L'invasion, tout ça, le côté, le virus, c'est dès le premier épisode. On vous donne un peu les clés quand même de la série. Julie,
ton avis, toi, déçu aussi? Un ennui assez abyssal. Et c'est marrant qu'on soit tous d'accord, parce que nous aussi, on est une collectivité, on s'est, Tout à fait. Ouais. on Nous s'est sommes plutôt... le us de Pluribus. Nous n'avons pas une conscience commune. Non, on n'a pas une conscience commune, mais on est plutôt raccord là-dessus. Non, oui, en fait, le pitch de départ me plaisait énormément. Ça m'a rappelé des séries à concept comme The Good Place, Last Man on Earth. Mhm. Mais en fait, derrière, il n'y a pas grand-chose, c'est assez vide. Et ouais, cet épisode, c'était assez laborieux. Ils sont longs. Ouais. Je n'ai pas adhéré du tout, pour être poli. On va détailler un tout petit peu à tout ça. On va s'arrêter sur le pitch, qui est donc l'argument principal de cette série qui ne comporte pas de stars à l'écran ou autre. Donc c'est un scénario de SF, hein, on peut le décrire comme ça. Il y a des aliens, même si on ne les voit pas, ils sont là, pas loin, ils arrivent. L'invasion extraterrestre, c'est un peu la base de tout pitch de SF. Là, c'est quand même un peu twisté. Est-ce que quand même sur le papier, l'idée à l'écran, ça rend quelque chose ou pas? Comme tu l'as dit, c'est un concept assez intéressant. On peut y voir une espèce de mélange entre la 4e dimension et l'invasion des profanateurs, qui sont effectivement ces grandes idées de science-fiction qui ont traversé comme ça à travers les décennies les films et les séries. Vince Gilligan en fait quelque chose d'assez, comme tu l'as dit, étonnant. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une menace, on va dire mortelle, finalement la grande menace, c'est le bonheur. Et il tisse cette idée de... effectivement, si tout le monde s'entendait bien, si tout le monde finalement se comprenait, s'il n'y avait plus d'individualité, et si tout le monde effectivement partageait un même but commun et un bonheur commun, est-ce que ce serait si bien que ça ? Et finalement, il tisse l'idée que ce bonheur commun, finalement, cette entente mondiale, n'est pas si belle que ça, et c'est peut-être la pire des horreurs de science-fiction possible. Donc ça, c'est une idée, un concept intéressant. Après, comme tu l'as dit, et comme on l'a dit précédemment, au-delà de ce concept-là, il n'en fait pas grand-chose. Alors que d'autres séries, comme La 4e dimension ou L'invasion des profanateurs, les exemples que j'ai pris, ont pu tisser, ont pu raconter des choses sur le macartisme, sur l'individualisme, sur des thématiques un peu politiques de leur époque ou sociales de leur époque. Là, cette série... on peut y mettre, et on va le voir, on peut y mettre un petit peu n'importe quoi, et c'est peut-être ça un peu qui manque à la série. Il manque un axe clair, il manque une idée claire, une idée forte au-delà de son concept. D'accord avec ça, Julie, série dans laquelle on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, tellement elle est Oui, floue. elle est floue parce que l'écriture est un peu bizarre aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui sont amenées, mais elles sont jamais vraiment exploitées, et tout est anti-climaxique. Il n'y a jamais de climax, il n'y a jamais de résolution. On éparpille des petites idées, et puis on verra quand on les récupère, mais on les récupère jamais vraiment. Et oui, l'approche est est très intéressante sur le papier, mais quand elle se déroule, ça marche pas, en fait. Ça marche vraiment pas. C'est très prévisible. Les personnages, on le verra, ne sont pas hyper intéressants. Et d'ailleurs, en plus, il n'y en a vraiment qu'un principal, quoi. Et non, moi, ça ne prend pas sur moi. Et pourtant, je vois les inspirations, je vois l'idée de faire de la science-fiction qui est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, anti-spectacle, dans l'humain, mais l'humain, ça fonctionne pas. Mais est-ce que ça raconte quelque chose quand même? C'est un peu ça la grande question. C'est souvent le cas avec la SF, c'est des paraboles, tu l'as dit, pour parler du macartisme, pour parler de la collectivisation, de parler de nous, finalement, à travers les différentes séries. Est-ce que là, vous y avez vu un message? Alors moi, par exemple, j'y ai vu une sorte d'anti-injonction au bonheur, voilà, à l'époque où on n'arrête pas de mettre en avant le développement personnel, l'ouverture aux autres, le fait qu'il faut s'écouter, l'empathie, etc. Bon, bah là, on nous fait un peu le portrait d'un personnage qui nous dit non, mais c'est bien d'être cynique, c'est bien d'être aigri, c'est bien d'en avoir rien à faire de ce qui se passe autour, et moi, je veux pas rejoindre votre grand plan pour l'humanité. Est-ce que vous avez vu d'autres choses, d'autres modèles de société critiqués, de la politique peut-être d'ailleurs pour certains? Moi, j'ai vu une mise en exercice de la dépression, quelqu'un qui va mal et qui a aucune raison d'aller mal factuellement, et qui, du coup, refuse le bonheur. Tu le disais, en fait, cette idée d'un monde où, quand tout va bien, qu'est-ce qu'il reste? Des gens désabusés, dépressifs, qui veulent pas se remettre, qui n'arrivent pas à se remettre en marche dans la société. Donc, elle est exclue dès le départ, en fait, même avant cette invasion. Elle a quand même déjà un regard très cynique sur le monde qui l'entoure, sur ses proches, alors que, ses proches, sur sa proche. Mais très vite, en fait, c'est un personnage qui en sortie de Covid, où on sait que la santé mentale des gens est un vrai sujet partout dans le monde, où on a un monde où justement tout va mal, la série, elle est un peu à contre-emploi, mais en même temps, l'idée pouvait être intéressante, mais je trouve que jamais on arrive à dire quelque chose d'intéressant sur
cette injonction au bonheur, tu le disais, sur la dépression, sur l'individualité. Jamais on arrive vraiment à encapsuler ce que la série essaye de dire. Et après, il faut rappeler que Gilligan a eu l'idée de cette série-là dans 2016, alors qu'il était en train de faire la saison 3 de Better Call Saul. Donc c'est une série qui, effectivement, si nous, on lui trouve des échos de notre société actuelle sur le Covid, sur l'isolationnisme américain, l'Amérique de Trump, on peut, effectivement, ces injonctions, cette idée de on est tous connectés par les réseaux sociaux à comme ça, effectivement, plein de gens tout le temps heureux qui nous invitent à être heureux et à nous montrer qu'une facette positive de leur existence. Mine de rien, c'est une idée qui a germé il y a 10 ans. Et donc, comme tu l'as dit, même si toutes ces idées fonctionnent, finalement, on se rendra compte, et vous vous rendrez compte peut-être ça, effectivement, vous-même, que vous pourrez mettre un peu ce que vous voulez dans cette série-là, et ça fonctionnera. Et c'est peut-être aussi là que le bas blesse, c'est qu'à force de raconter quelque chose de très, très vague et très, très flou, cette série raconte finalement pas grand-chose, comme tu l'as dit, sur nous, sur le monde. Et voilà. Elle repose donc, je disais, sur pas mal de tropismes de l'ASF, et notamment l'autre qui est, à savoir la Soul Survivor, comme on appelle ça, le dernier survivant avant la fin du monde, donc qui est interprété par la série repose, sans encore une fois spoiler, sur un personnage, vraiment, qui est le personnage central, qui est celui de Carol, qui est interprété par Rhea Seehorn, qu'on avait vu dans Better Call Saul, donc qui est déjà une membre du Gilligan Universe cinématique série. Sauf que du coup, le risque, c'est que quand on met qu'un seul personnage à l'écran, faut s'attacher, parce que sinon c'est long, et ça marche pas, non? Ouais, effectivement. On a un peu du mal à s'attacher à cette Carole. Tu l'as dit, qu'il n'y a pas franchement, en tout cas nous on le voit pas, elle n'a pas franchement de raison d'être... Pas de problème. En tout cas, avant le début, en fait, avant même le début des événements de la série, elle est déjà aigrie, elle est cynique, elle est renfermée, même avec sa compagne, elle est désagréable. C'est peut-être ça, il manque un cœur un peu humain, un cœur d'émotion, une accroche émotionnelle dans cette série qui nous permettrait peut-être effectivement de poursuivre, d'aller de semaine en semaine, continuer à regarder cette série-là. C'est vrai qu'il manque peut-être effectivement ce cœur d'intérêt, parce qu'on a un personnage central, comme tu l'as dit, qui est un peu antipathique. Et c'est dommage parce qu'au cours des épisodes, on peut voir qu'il y existe d'autres personnages qui vont aborder ce postulat de base un peu différemment et qui vont proposer comme ça d'autres éclairages. Et peut-être que la série aurait profité d'une structure un petit peu différente, comme ça, avec un effet un peu choral. Vince Gilligan fait ce choix de rester quand même sur une certaine localité, sur ce personnage uniquement un peu antipathique et un peu dépressif, qui nous montre du coup uniquement son point de vue sur la situation. C'est peut-être ça un peu le bas qui blesse. Mais voilà, non, effectivement, le personnage central, cette accroche émotionnelle, qui est censé quand même nous guider, nous amener comme ça de semaine en semaine à revenir sur le programme, et pas forcément là pour nous convaincre. C'est ça le problème aussi. Et qui joue un peu aussi, j'avais envie de dire, avec ce qu'on peut attendre d'une série comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous un peu envisagé dans nos têtes ce qui se passerait si on était le dernier être humain sur Terre, ou le dernier survivant d'une invasion, etc. On a tous pensé qu'on allait choper une Lamborghini quelque part, ou qu'on irait faire à la Fnac prendre plein de consoles et faire machin. Il se passe pas grand-chose de très fun, en fait. Tout est très gris, ça se lamente, ça râle. Franchement, l'encéphalogramme, il est plat toute la série. Même, en fait, alors on pourrait dire que si elle avait exploité cette idée-là, la série, de qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul, elle aurait accumulé les poncifs. Le truc, c'est que là, il y a quand même quelques poncifs qui sont présents, notamment dans les interactions qu'elle a avec donc cette communauté. Mais derrière, il n'y a rien de très réjouissant à suivre. Les épisodes sont un peu cloisonnés. Elle a quand même une idée par épisode qu'elle exploite, un défi à relever. C'est très long, elle n'arrive jamais à vraiment y aller assez vite pour nous, alors qu'on se dit, bon, toi tu dois t'ennuyer parce que tu es toute seule, nous aussi derrière l'écran on s'ennuie un peu, pour être honnête. Donc j'ai pas du tout accroché à ce personnage-là, et même les autres qui gravitent autour, comme tu disais, il y en a d'autres qui ne sont pas concernés par cette intelligence collective. Mais c'est pareil, en fait, soit ils sont pas assez exploités, alors qu'il y avait pareil des idées assez intéressantes autour de certains personnages qui sont pas aux États-Unis, et ils sont là comme accessoires, en fait. Tout est accessoire. Et on a un dicton dans le journalisme qui dit que les trains à l'heure n'intéressent personne. Non. Est-ce que c'est un peu le cas de cette série, et finalement, est-ce que finalement le bonheur, c'est pas intéressant? En fait, en tout cas, la façon dont il est montré dans la série via cette collectivisation du bonheur. Alors effectivement, parce que en fait, la question le bonheur intéresse personne. En fait, les enjeux, quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas de problème véritablement, quand il n'y a pas de drama, ça, effectivement, c'est peut-être un peu... Il manque un point d'entrée dans cette histoire-là. Et c'est vrai que le gros problème de la série, et je trouve qu'au bout d'un moment, en tant que spectateur, à force de ne pas avoir d'enjeu, sortir de terre comme ça, on se retrouve en tant que spectateur à se dire, mais qu'est-ce que nous raconte cette série? Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Effectivement, c'est peut-être aussi
l'intérêt de cette série, c'est qu'au bout d'un moment, on en a à questionner ce que nous racontait Gilligan, et peut-être que Gilligan est en train de nous proposer une anti-série, est en train de nous dire, regardez, je suis en train de vous proposer une série qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Dès qu'il y a un enjeu qui sort de terre, rapidement il est désamorcé. Dès qu'il y a un problème, on se rend compte que finalement il n'y a pas beaucoup de problèmes, et du coup, au fur et à mesure des épisodes, nous en tant que spectateurs, on se dit, l'important n'est pas là, l'important est peut-être ailleurs. Et du coup, il nous fait une série un peu à la Jacques Tati, un peu à la Playtime, un peu à la Wim Wenders dans ses films comme ça, anticlimactiques. Là, on est sur une série anticlimactique qui nous demande peut-être de juste enjoy the ride, sans enjeu, mais au bout d'un moment, même s'il n'y a pas d'enjeu, il nous faut quand même un petit peu manger en tant que spectateur, et c'est toujours un peu le deal que tu fais quand tu fais une série, c'est qu'il ne faut pas pré-mâcher beaucoup de choses au spectateur, mais il faut quand même lui donner un petit peu à bouffer, et la série, malheureusement, est un peu chiche et ne nous donne pas beaucoup à manger en tant que spectateur. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être eu trop de pression sur ses épaules? Vince Gilligan, on l'a dit, c'est quand même devenu un des noms les plus importants dans le domaine des showrunners aux États-Unis. Depuis 2008 et la première saison de Breaking Bad, qui est devenue un carton quasiment immédiat et acclamé par la suite comme une des meilleures séries de tous les temps, il ne s'était pas écarté de cet univers, puisqu'il avait enchaîné avec Better Call Saul, qui avait reçu un accueil aussi assez chaleureux, beaucoup de nominations, beaucoup de prix pour Bob Odenkirk, qui jouait le personnage principal. Il y a eu le film El Camino, qui prolongeait encore un peu cette série sans que vraiment quelqu'un l'ait demandé, sur Netflix, etc. Donc, il s'était frotté à une autre plateforme. Là, est-ce qu'il n'a pas voulu faire justement le grand écart de dire je ne vais pas refaire un truc dans la même veine ou repartir dans quelque chose d'assez classique, un pitch qu'on aurait déjà vu, je veux faire un truc totalement différent, quitte à désarçonner tout le monde. C'était peut-être le risque, quoi. Mais il avait quand même une expérience de la science-fiction qui pouvait nous rassurer, parce qu'il a travaillé sur X-Files, en scénariste récurrent, c'était un grand passionné de la série. Donc on pouvait se dire que justement, c'était peut-être un peu un retour à ses premiers amours, la science-fiction, l'étrange. Et moi, je pense qu'au contraire, il a peut-être eu trop de liberté. Trop de liberté dans le sens où Apple lui a peut-être fait un pont d'or, un Vanity Project. Personne l'a questionné sur ce qu'il voulait raconter, sur comment il voulait le faire. Enfin, c'est le sentiment que ça donne, c'est peut-être pas ça, mais on sent que c'est un petit laboratoire d'essai. J'essaye mes idées et puis ça marche pas. À la fois, ça va pas entacher ma réputation parce qu'Apple TV. Si la série ne marche pas, ça va pas être il s'est raté sur cette grosse série que tout le monde attendait. Je pense qu'elle est très attendue, mais ça reste Apple TV. Tellement peu d'enjeux pour Apple, entre guillemets, c'est qu'ils ont déjà commandé une saison 2 avant même que la saison 1 soit sortie. Donc si toutes les critiques sont un peu comme les nôtres, globalement, ça veut dire que la série risque de peut-être pas fonctionner. Après, peut-être qu'on est à contre-courant et que le monde entier... peut-être qu'on n'est que trois. Peut-être qu'on est les trois derniers à avoir Carole. Tout le monde adore, sauf nous. On ne le sait pas, mais potentiellement, peut-être ça va pas marcher. Mais comme tu dis, s'en foutent un peu. Ce qui leur importait, c'était de signer d'avoir leur série par le créateur de Breaking Bad. C'est vrai qu'Apple TV, effectivement, sont beaucoup sur ce créneau-là. Ils prennent des grands noms, ils vont dire qu'ils produisent des Vanity Project, donc des projets que les créateurs portent en eux depuis longtemps et que peut-être aucune autre chaîne n'a voulu produire pour des bonnes raisons, tout simplement peut-être parce qu'il manquait un petit quelque chose. Que Netflix a fait à une période avec les grands cinéastes, par exemple, avant de rebrousser un peu chemin. Non, les Vanity Project de Scorsese qui coûtent 250 millions. Maintenant, c'est Apple qui les récupère. Maintenant, c'est Apple qui les récupère. Qui fait son Napoléon, c'est Apple qui les fait. Effectivement, et même si parfois ils touchent juste, on voit que c'est eux qui ont quand même fait Severance, qui ont fait le studio, qui était formidable, qui ont fait Disclaimer de Quaron. Là, on voit aussi qu'ils peuvent aussi taper à côté. Et là, Pluribus, c'est un petit peu ça tape à côté, et je pense que Vince Gilligan avait juste envie d'avoir quelqu'un qui lui produise ça, et était Apple, quoi. Ça me fait penser aux efforts d'Apple au cinéma avec leurs grosses sorties. Tu parlais de Napoléon, on peut aussi citer Killers of the Flower Moon, qui est un sujet un projet qui a été refusé partout. Encore pire, Argyle, tu vois, où il y a cette idée de c'est très sympa de dire on a pris ce réalisateur, donc en plus quand on regarde Ridley Scott, Martin Scorsese et Matthew Vaughn, on prend un large panel de créatifs qui sont forts, des identités fortes, et on les emmène au cinéma. Ça va être notre premier pas. Et ça me fait un peu penser à ça, de se dire on ne questionne pas trop le projet en lui-même, parce que Killers of the Flower Moon était à la fois incroyable, Napoléon un peu moins, mais quand on prend Argyle, on se demande à plusieurs moments qui a validé ça. Et là, il y a un peu de ça. On se dit c'est pas catastrophique, mais qui a validé? Oui. Et peut-être qu'avec un autre studio, ou si chez HBO ou AMC, comme il avait fait à l'époque chez Breaking Bad, peut-être que ça aurait été un peu retravaillé. Est-ce que vous voyez quand même une filiation, Thibaut, est-ce que tu vois une filiation par exemple avec les autres œuvres justement de Vince Gilligan? Est-ce qu'entre Breaking Bad et Pluribus, il y a quand même des choses qui se raccrochent ou En fait, quand on regarde Pluribus, on essaye de trouver effectivement une sorte de filiation. C'est aussi ça notre travail de journaliste, où on essaye effectivement de trouver une cohérence, de donner sens à ce qu'on est en train de regarder. J'ai envie de dire aux fans de Breaking Bad,
vous allez peut-être être déçu par Pluribus. Par contre, que quand on regarde un petit peu plus précisément les épisodes de Breaking Bad ou même de Better Call Saul, on peut voir que dans toutes les saisons de ces deux séries-là, il va y avoir comme ça des épisodes un petit peu filler, des épisodes un petit peu anomalies où on va suivre, on peut penser à la mouche dans Breaking Bad, on peut penser effectivement aux épisodes de Better Call Saul où on va suivre comme ça la vie quotidienne de Jimmy et de son épouse, et comme ça des épisodes un petit peu à part. Et ben en fait, Pluribus ressemble à ces épisodes un petit peu à part et qui sortent du lot, qu'on a tendance à oublier comme ça dans l'intégralité des séries, mais qui existent. Donc finalement, peut-être que cette série Pluribus ressemble aux anomalies de Breaking Bad et de Better Call Saul, plus qu'à ce qui en a fait le succès. Sans aller jusqu'à questionner et remettre tout en cause de ce qu'a fait Vince Gilligan, est-ce que je voulais juste qu'on termine ce débat sur un mot sur Breaking Bad, justement, qui est quand même peut-être la série de notre génération de trentenaires, quarantenaires, qui, voilà, c'est la meilleure série des années 2000 pour tout un paquet de gens et de médias très respectables. Une des meilleures séries de tous les temps dans la plupart des classements qui sont faits régulièrement, etc. Est-ce que Thibaut, toi, tu es d'accord? C'est quelque chose qui vieillit toujours bien? Ça reste une des meilleures séries qui a jamais été portée à l'écran? Ça reste une des meilleures séries, effectivement. On l'a dit, c'est sorti en 2008, donc de année 2000, année 2010. Et puis, encore une fois, on retrouve dans Breaking Bad, mine de rien, là maintenant on en parle, c'est toujours intéressant de repartir et de dire, bah tiens, maintenant c'est un succès. C'est une évidence, parce que maintenant c'est dans l'esprit de tout le monde. Mais encore une fois, j'ai l'impression de voir une filiation entre le point de départ de Pluribus et le point de départ de Breaking Bad. Breaking Bad, il y a aussi un point de départ un peu loufoque, qui est de prendre ce prof de SVT un peu complètement plat et d'en faire un Scarface. Donc effectivement, voilà. Et voilà, et premier épisode, première scène, c'est un pantalon qui vole et un van qui court. Donc là, on se retrouve un peu déjà cette filiation de points d'accroche un petit peu fou. Donc ça existait déjà. Donc peut-être que là, effectivement, on retrouve une filiation à ce niveau-là. Donc oui, non. Et puis Breaking Bad est toujours au niveau, mais Breaking Bad, on lui a laissé 8 saisons pour grandir, voire 8 saisons, et après l'épisode, l'univers s'est agrandi derrière. Oui, Breaking Bad a démarré un peu doucement. La première saison est vraiment pas la meilleure du tout. C'est un peu donc là, aussi. On espère que Pluribus, au-delà des 7 épisodes qu'on a vus, va peut-être aussi de la même manière exploser et devenir complètement fou par la suite, mais le doute est permis. Julie, tu fais partie des gens qui n'ont pas regardé l'intégralité de Breaking Bad. C'est intéressant justement parce que de te demander pourquoi. C'est une question de temps. En fait, le pitch de départ ne m'intéressait pas. Moi, j'aime justement la science-fiction, la fantasy, le fantastique. J'aime beaucoup tout ce qui repose sur l'imaginaire. Et du coup, tout ce qui est très réel m'intéresse moins sur le papier. Donc, je m'y suis lancée. Le problème, c'est que c'est un peu, comme tu le disais, une série qui est tellement importante que je connais son importance pour le panorama télévisuel mondial et l'histoire, que j'ai envie de chérir ce moment. Donc, je le découvre. Mais j'aime beaucoup. Mais je le découvre plus doucement, pas entre deux séries où il faut que j'aille vite pour le travail, parce que mine de rien, on a quand même beaucoup de choses à voir. Regarder. Mais donc, c'est vrai que peut-être j'avais moins d'attentes moins d'attentes. J'ai pas tout de suite voulu comparer Pluribus à Breaking Bad, ou du moins ce que j'en ai vu, en me disant c'est une proposition de SF, et plus, en fait, moi, j'ai plus essayé de voir ce que la SF ou les séries à concept ont déjà proposé, et que j'ai vu et que j'ai apprécié. Et par rapport à ça, ce parallèle-là, moi, j'ai pas réussi à y trouver des bons points. Eh ben, écoute, peut-être, comme l'a glissé Thibaut, peut-être qu'un destin à la Breaking Bad attend Pluribus. On ne sait jamais. Voilà, on le disait, la saison 2 a d'ores et déjà été commandée. Il y en aura une. Peu importe si personne n'aime la série comme nous, ou si nous sommes les 3 derniers esprits critiques de cette planète. Mais en tout cas, Vince Gilligan aura une chance de se rattraper à nos yeux. On verra quand sortira cette saison. Si nous sommes encore là pour vous en parler, vous reviendrez et vous nous direz si la saison 2 rattrape tout. Mais en attendant, on va passer et terminer l'émission avec nos séries de la semaine. Deux recos, donc pour terminer l'émission, 2 choses qu'on a aimées. Voilà, 2 séries qu'on vous recommande chaudement si vous ne voulez pas tenter l'expérience Pluribus ou que vous avez vous aussi été déçus. On va commencer avec toi, Thibaut, une discrète création de HBO Max. C'est pas la plus clinquante. Moi, j'en avais même pas entendu parler. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai rien compris. Mais ça fait partie de leurs projets un peu originaux, un peu sympas. Ça s'appelle The Chair Company. Tout à fait. C'est une création de Tim Robinson. Tim Robinson, vous le connaissez peut-être, c'est un acteur du SNL, de Saturday Night Live. Et c'est aussi un acteur qu'on a vu dans la série I Think You Should Leave sur Netflix, qui était une série comme ça à sketch avec que des situations extrêmement malaisantes. Et Tim Robinson, regardez, vous le voyez à l'image, c'est un personnage en soi, c'est un visage, il a des grimaces, il a une façon de se tenir, il a une façon d'agir. Du physical comedy, quoi. Exactement. Et donc là, il se retrouve à la création de cette série, The Chair Company, qui nous amène comme ça à suivre du coup un dirigeant, un quarantenaire,
qui, lors d'une présentation comme ça dans sa boîte, une présentation très importante, va s'asseoir à une chaise et la chaise se brise sous son poids, ce qui du coup le pousse comme ça à une situation un petit peu ridicule. Et à partir de cette situation, il va rentrer comme ça dans une enquête pour savoir pourquoi cette chaise s'est brisée. Et en fait, à partir de ce postulat un peu de base, il va rentrer comme ça dans un wormhole qui va l'amener dans des situations de plus en plus absurdes et dans une espèce de paranoïa et de crise un petit peu qui va le dépasser. Et ce qui est à la base, on va dire, une comédie un petit peu absurde, parce que les situations absurdes se suivent et se ressemblent, va nous amener dans une comédie qui va comme ça osciller entre le comique et l'étrange un peu. Moi, il y a des séquences comme ça qui vont parfois penser à du David Lynch. Et c'est une série qui va comme ça flotter et surfer sur un esprit un petit peu cringe, comme diraient les jeunes. Donc si vous aimez le cringe, le malaisant et surtout un homme qui prend continuellement que les mauvaises décisions, on a envie de lui dire arrête, ne fais pas ça, ne continue pas dans ta folie. Il va continuer comme ça à enchaîner d'épisode en épisode dans des situations de plus en plus malaisantes pour lui, terribles pour lui, mais aussi extrêmement savoureuses pour nous. Donc c'est une série qui est drôle bien sûr, qui est effectivement un peu dérangeante par plein des aspects, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui, moi, comme tu l'as dit, par son caractère un petit peu comme ça, hors sol, un petit peu étrange et un petit peu anomalie, comme je l'ai dit auparavant. C'est une série qui me fait un grand plaisir, et surtout de voir Tim Robinson, que j'ai beaucoup aimé dans I Think You Should Live, dans une série HBO, The Chair Company. C'est vrai que c'est un plaisir non dissimulé chaque semaine. Donc moi, c'est ma petite reco la de l'émission. pépite HBO dont on ne parlera pas beaucoup peut-être, mais... Il marche bien d'ailleurs sur HBO Max, qui est un beau succès de HBO Max comique. Ouais. Et donc ça s'appelle donc The Chair Company. C'est à voir en ce moment sur HBO Max, c'est en train d'être diffusé. Il y aura 8 épisodes en tout qui nous amèneront, je crois. Il en reste encore 4 ou 5, il me semble, en diffusion. Et on va finir avec toi, ta reco, Julie. On va repartir sur Apple TV+, qui a aussi produit récemment des bonnes séries. Quand même, on n'arrête pas de dire qu'Apple TV+, c'est quand même une des meilleures plateformes pour les gens qui aiment les bonnes séries. Et en l'occurrence, la série Platonique. Oui, c'est marrant, c'est aussi plein de gens qui prennent des mauvaises décisions. Oui, Platonique, c'est l'histoire donc de deux quarantenaires qui s'étaient perdus de vue parce que l'un avait épousé une femme que l'autre n'aimait pas et qui se retrouvent donc en pleine crise de la quarantaine. Lui est brasseur, elle est une avocate qui ne travaille plus d'ailleurs, qui est femme au foyer. Et ensemble, ils vont un peu redécouvrir déjà leur amitié, leur relation, et aussi elle va se redécouvrir une passion, essayer de retrouver la vie alors qu'elle est proche d'avoir le empty nest syndrome. Lui est complètement perdu à la suite de ce divorce, et on va les suivre donc dans leur quotidien de quarantenaires plutôt aisés à Los Angeles quand même. On n'est pas sur votre voisin. Des gens qui ont le temps d'avoir des problèmes de ce genre. Exactement. Mais quand ils ont des problèmes, ils ne font pas semblant. Et là, à la différence de Pluribus, il se passe des choses quand ils ont des problèmes. Et donc, c'est créé par Nicolas Scholler qui avait fait Nos pires voisins. Et en fait, le trio donc, se retrouve, parce qu'ils étaient tous les deux aussi dans Nos pires voisins. Le trio se retrouve et c'est toujours aussi barré. Je dirais que c'est même plus pertinent que l'étaient les films. Moi, j'avais trouvé ça marrant, mais ça n'allait pas hyper loin dans le processus. C'était de bonnes comédies sympathiques. Là, on sent qu'il y a plus le temps de développer les idées et c'est très intéressant, c'est très marrant. L'alchimie entre les deux personnages marche super bien. Moi, j'ai Seth Rogen, je trouve qu'il fait admirablement bien le loser, le mec désabusé. Donc, de là à dire que je regardais tous les films ou les séries dans lesquelles il est, oui. Non, franchement, c'est super bien amené, c'est très bien écrit, les dialogues sont cinglants. Non, franchement, c'est une très jolie comédie. Enfin, jolie. Une très belle comédie. Tout n'est pas beau, tout n'est pas joli dans ce qui se passe, mais c'est vraiment la comédie que j'ai adoré regarder cet été, et je crois qu'elle revient pour une saison 3. Donc ne manquez pas ça. Oui, parce qu'il y a déjà 2 saisons. C'est ça. 2 saisons de 10 épisodes qui sont donc à voir. Et effectivement, il y a un trope Apple TV, Seth Rogen qui est en train de se créer avec 2 très bonnes séries avec The Studio, dont on a beaucoup parlé la saison dernière. Mais on peut encore redire que c'était très bien et d'aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, donc à le voir donc, dans Platonique, effectivement, Seth Rogen dans sa nouvelle era, comme disent les jeunes aussi que nous ne sommes plus. Mais qui, effectivement... performe pas mal sur Apple TV+. Fini les comédies de weed un peu délirantes avec James Franco. Il y en a encore. Il y en a un nouveau chapitre est intéressant. Mais voilà, il est passé à autre chose. Et ben voilà, 2 super séries à aller regarder donc sur Apple TV+ et sur HBO Max. Merci à tous les deux. Julie est chef de rubrique cinéma et séries au Journal du Geek. C'est là qu'on peut te lire évidemment, qu'on lira
peut-être ton avis sur Pluribus. C'est pas moi qui m'en occupe, mais mon collègue Alan est dessus, donc... Très bien, eh bien à voir si il fait partie de la grande collectivité ou pas. Et Thibaut Gomez-Léal, donc chef du service cinéma et streaming des numériques. On pourra lire ta critique. Ma critique dès vendredi. Dès vendredi matin, donc sur les numériques. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cette émission. Merci à tous les deux. Et si vous êtes arrivés en cours de route, eh bien, n'hésitez pas à aller rattraper l'intégralité de l'émission. Elle est dispo, comme toutes les autres, en replay sur le site de Tech & Co, sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.